André Moreau n'était pas un héros de légende. Il était un man de 43 ans, pasteur de la petite église Notre-Dame-de-Grâce dans le 13e arrondissement de Paris, avec des mains calleuses de quelqu'un qui avait travaillé le bois avant de découvrir sa vocation spirituelle. Né à Amiens en 1947, fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une institutrice, André avait hérité de son père une conscience tranquille mais inébranlable et de sa mère cette obsession discrète pour l'éducation et la vérité. On l'appelait parfois le pasteur des sans-voix. D'autres, plus tard, l'appelleraient le témoin qui refusa de se taire. Mais au début des années 90, dans ce Paris gris où les rumeurs circulaient comme des feuilles mortes dans les métros bondés, André Moreau était simplement un homme qui écoutait trop bien. C'était un vendredi de janvier 1942 quand tout a basculé. Non pas d'un coup, comme on l'imagine souvent, mais lentement, comme l'eau qui s'infiltre dans les fondations d'une vieille maison. André connaissait les ruelles du 13e mieux que quiconque. Il y circulait chaque jour, son petit carnet noir à la main, notant les noms des sans-abri qui dormaient sous le pont de l'Alma, écoutant les confidences des femmes battues qui trouvaient refuge dans les sous-sols de son église, recueillant les histoires des enfants qui disparaissaient des rues sans que personne ne lève le doigt. Le carnet était devenu son compagnon, son confessionnal laïque. Il l'appelait le livre des oubliés. L'atmosphère de ces quartiers nord du 13e avait quelque chose de particulier. Les immeubles de béton gris se dressaient comme des murs de prison. Les fenêtres étaient souvent fermées, les volets baissés, comme si les gens cherchaient à se protéger du regard des autres. Le bruit des métros aériens résonnait constamment, un grondement qui finissait par devenir familier, presque rassurant. Les odeurs étaient complexes, celles du café et des petits restaurants nord-africains, se mêlaient aux vapeurs d'essence, aux effluves d'une vie urbaine dense et pressée. En hiver, un froid pénétrant venait des avenues exposées au nord. En été, une chaleur étouffante s'accumulait entre les bâtiments. C'était un monde oublié de la belle Paris des monuments et des cafés littéraires. C'était la vraie ville. C'était là où vivaient les gens qui n'avaient personne. André Moreau s'y sentait chez lui parce qu'il y était invisible. Grand voûté, toujours vêtu de noir, il marchait avec lenteur, son carnet à la main, notant, écoutant, observant. Personne ne le dérangeait vraiment. Les petits dealers des coins de rue le connaissaient et le respectaient. Cet homme en noir n'était pas une menace, c'était un témoin. Les femmes de ménage qui commençaient leur journée à 5 heures du matin le saluaient. Les enfants des écoles maternelles le regardaient avec curiosité. Il faisait partie du décor, comme les poubelles et les réverbères. Puis vint le jour où Samir Hassan ne rentra pas à la maison. Samir était un garçon de 13 ans, fils d'un ouvrier algérien et d'une mère française qui travaillait à l'hôpital. André le connaissait depuis 4 ans. Le garçon venait parfois à la catéchèse, non pas vraiment pour des raisons religieuses, mais parce que André donnait du chocolat chaud et que c'était un endroit chaud en hiver. Samir aimait lire les bandes dessinées que André gardait dans un vieux carton. Il rêvait de devenir électricien. Il avait une petite sœur, Leïla, qu'il aimait à la folie. Le jeudi 16 janvier 1942, Samir a disparu en sortant de l'école d'Hydro. Les policiers du commissariat du 13e ont dit que c'était probablement un fugi. Ces jeunes, vous savez, l'influence du quartier, probablement partis rejoindre des copains, des histoires de gang. Aucune enquête sérieuse, aucune convocation des voisins, aucun appel lancé aux médias. Juste une note dans un registre, quelque part dans un dossier qui ne serait jamais consulté. André a commencé à poser des questions polies, discrètes, comme le faisait un pasteur. Il a parlé avec la mère de Samir, Fatima Hassan, qui pleurait en silence dans la cuisine étroite de son petit appartement au 6e étage. Il a parlé avec les voisins. Il a parlé avec les autres enfants du quartier. Et lentement, très lentement, une histoire différente a émergé des murmures et des silences.
Samir avait été arrêté par 2 policiers du commissariat du 13e, des hommes connus pour leur méthode expéditive. Il n'y avait pas eu de plainte, pas de délit avéré, juste une interpellation de contrôle. Samir avait été jeté à l'arrière d'une fourgonnette. Et puis rien. Personne ne savait où il avait été amené. Personne n'avait vu sa mère prévenue. Personne n'avait vu de paparazzi officiel. Juste rien. 2 jours plus tard, Samir a été retrouvé dans une ruelle près du canal Saint-Martin, inconscient, avec 3 côtes cassées et une commotion cérébrale. Il n'avait pas pu expliquer ce qui s'était passé. Son corps avait des hématomes en forme de main, des contusions compatibles avec des coups de matraque. Les parents ont porté plainte. L'affaire a été classée sans suite après une semaine. Voilà le moment exact où André Moreau a commencé à comprendre quelque chose. Ce n'était pas une injustice isolée. C'était une pattern, un système. Et quand on comprend un système, on ne peut plus l'ignorer. Il a ouvert un second carnet, plus petit que le premier. Celui-ci s'appelait le livre des thèmes. L'orthographe était volontairement archaïque. À l'intérieur, il a commencé à noter chaque histoire, chaque nom, chaque date, chaque silence administratif. Pendant les mois suivants, André Moreau s'est transformé, non pas en justicier, comme on voudrait le dire, mais en quelque chose de plus puissant, un archiviste, un gardien de la mémoire, un homme qui refusait que l'oubli soit la sentence finale. Il a commencé à documenter, à compiler, à recouper les témoignages. Il y avait Thomas Perrier, un sans-abri qui avait disparu pendant 48 heures après une interpellation, près de la gare d'Austerlitz. À sa sortie de garde à vue, il avait des traces de brûlures de cigarettes sur les bras. Il y avait Aminata Diallo, une jeune fille de 17 ans qui avait été fouillée à corps par des policiers dans une petite pièce sans témoin. Elle avait refusé de porter plainte par peur des représailles. Il y avait Maurice Blanc, un retraité alcoolique, qui avait été battu après avoir questionné un policier sur un acte de contrôle abusif. Il y avait des douzaines d'histoires, des centaines de noms dans les carnets. Et puis il y avait l'inspecteur Roland Deschamps. Deschamps était un homme de 51 ans, ami du commissaire Bertrand Vignal. Ensemble, ils formaient une entité quasi officieuse, une sorte de gouvernement parallèle du 13e arrondissement. Deschamps avait une réputation, celle d'un homme qui nettoyait les quartiers. Ses méthodes n'étaient pas documentées officiellement, mais dans les rues, tout le monde le savait. Il y avait aussi le sergent Philippe Marchand, un homme dont la cruauté était inversement proportionnelle à son intelligence, et puis le commissaire Bertrand Vignal lui-même, qui regardait ailleurs, qui signait des papiers en blanc, qui écoutait les plaintes et souriait. Il n'a pas appelé à la vengeance. Il n'a pas organisé une embuscade. Il n'a pas levé une arme. Pose et réfléchissez, quand la justice s'arrête aux portes qui osent les franchir. Ce qu'André Moreau a fait, c'était écrire. Il a écrit une première lettre au procureur de la République. 4 pages, factuelles, documentées, sans passion apparente, mais avec chaque nom, chaque date, chaque cicatrice racontée par les victimes. La lettre n'a pas reçu de réponse. Il a écrit une seconde lettre. Au préfet de police, à l'inspecteur général de la police nationale, à chaque instance officielle capable d'agir. Rien. Il y a lisse à l'heure André Moreau a traversé un seuil moral que peu de gens traversent. Il n'a pas abandonné. Il a changé de stratégie. Il a pris tous ses carnets, tous ses documents, tous les témoignages qu'il avait recueillis, et il a demandé l'aide d'un journaliste. Un vrai, un homme nommé Philippe Rousseau qui travaillait pour Libération et qui avait une réputation de quelqu'un qui creusait jusqu'à ce qu'il trouve la vérité. André a ouvert ses carnets et les a posés sur la table entre 2 tasses de café. Philippe Rousseau a commencé à lire. Son expression a changé progressivement. De la curiosité au choc. Du choc à la colère. « Combien de temps faites-vous cela ?» a demandé Rousseau. « Depuis février 1949. Vous avez parlé aux victimes, à celles qui acceptaient de parler. La plupart ont peur. » Rousseau a fermé les carnets. « Si je publie ça, il faut que ce soit parfait.
irréfutable. Sinon ce sont eux qui peuvent vous poursuivre pour diffamation, vous comprenez. André a haussé la tête. Il comprenait. Pendant 2 mois, Rousseau et Moreau ont travaillé ensemble. Ils ont vérifié chaque histoire. Ils ont parlé avec chaque victime disposée à témoigner. Ils ont trouvé des preuves administratives, des dossiers médicaux, des dossiers d'hospitalisation, des dépositions ignorées auprès des commissariats, des enregistrements téléphoniques qui n'avaient jamais été transmis aux autorités compétentes. En juin 1900, Épouse Libération a publié une enquête de 6 pages, Les fantômes du 13e, les violences cachées de la police parisienne. L'article mentionnait nommément Roland Deschamps et Philippe Marchand. Il documentait 9 cas précis. Il incluait des témoignages. Il était dévastateur. L'arrestation a été immédiate. Les syndicats policiers ont crié au mensonge, à la haine anti-flic. Les politiques de droite ont dénoncé une conspiration gauchiste. Mais quelque chose s'était rompu. Le silence avait une fissure. L'inspection générale de la police nationale a ouvert une enquête, non pas parce qu'elle voulait le faire, mais parce que la lumière publique ne laissait pas d'autre choix. Et voilà où nous devons nous arrêter un moment. Posa y piensa quand la justicia se detiene en la puerta, quien se atreve a cruzarla. Quand la lumière commence à pénétrer les ténèbres d'une institution, qu'arrive-t-il à ceux qui ont commis les crimes? Qu'arrive-t-il à ceux qui ont allumé cette lumière? Ce qui arrive, c'est la vengeance institutionnelle. Pendant l'automne 1900, Épouse, André Moreau a commencé à être suivi. Des hommes en voiture qui stationnaient près de son église. Des appels anonymes à 2 heures du matin. Des graffitis sur les murs de la chapelle. Traître, vendu aux journalistes. Les flics te trouvent un jour. En novembre, quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de son bureau. Une lettre anonyme lui a promis qu'il paierait pour sa trahison. André a reçu des menaces de mort. Il a enregistré tout cela. Il a tout documenté. Mais il n'a pas cédé. Au lieu de cela, André Moreau a continué à documenter. Il a créé un réseau de soutien au sein de la communauté. Il a organisé des réunions publiques dans son église. Il a parlé aux médias, aux avocats, à quiconque voulait l'écouter. Et surtout, il a commencé à former d'autres pasteurs et prêtres à faire la même chose, documenter, témoigner, refuser de se taire. En janvier 1900, 2 autres enquêtes ont été ouvertes, l'une par la Chambre régionale de discipline de la police nationale, l'autre par le parquet de Paris. Deschamps et Marchand ont été suspendus de leurs fonctions en attente des résultats des enquêtes. Vignal a été muté. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Les victimes n'avaient pas reçu de compensation. Les institutions n'avaient pas été profondément réformées. Mais c'était un commencement. C'était la preuve qu'une voix pouvait être entendue. Pourtant le coût personnel pour André Moreau avait été énorme. En février 1900, il a subi une crise cardiaque mineure. Stress, avaient dit les médecins. Trop de pression. Son corps était en train de lui dire ce que son esprit refusait d'accepter, qu'il y a une limite à ce qu'un seul homme peut supporter. C'est à ce moment qu'André Moreau a compris quelque chose d'encore plus important. Il n'était pas censé être un héros solitaire. Il n'était pas censé être seul. Le vrai pouvoir était dans la communauté. Le vrai pouvoir était dans les autres pasteurs qui ont commencé à le rejoindre. Le vrai pouvoir était dans les familles des victimes qui ont accepté de témoigner. Le vrai pouvoir était dans les journalistes qui ont accepté de creuser la vérité. Entre mars et juin 1900, Mémoire et justice. Le siège était dans l'église Notre-Dame de Grâce. L'objectif était simple: documenter les abus policiers, former les citoyens à leurs droits, créer un réseau d'avocats disposés à prendre gratuitement les cas de victimes sans ressources, et surtout, refuser que ces histoires soient oubliées. Pour cela, André a mis en place une pratique devenue célèbre, presque légendaire dans certains cercles. Chaque samedi, pendant 2 heures, une confession publique se déroulait dans l'église. Les victimes pouvaient venir, en toute sécurité, avec des témoins et des avocats bénévoles, et raconter ce qui leur était arrivé. Ces témoignages étaient enregistrés, filmés, archivés. Aucun d'eux ne pouvait être perdu à nouveau.
Aucun d'eux ne pouvait être oublié. La presse a commencé à appeler cela le tribunal de la conscience. C'était inexact. Ce n'était pas un tribunal, c'était un espace de mémoire, un lieu où la vérité pouvait être dite sans crainte. Au cours des 3 années suivantes 1900 qu'à cela, plus de 200 témoignages ont été enregistrés, 37 plaintes ont été déposées contre des agents de police, 12 de ces plaintes ont abouti à des poursuites disciplinaires, 3 agents ont été radiés de la police, 4 ont été poursuivis au civil. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a dû commander une inspection complète des commissariats de Paris, mais le prix était énorme. André Moreau avait vieilli de 10 ans en 3 ans, il dormait peu, il avait des migraines constantes, il était devenu fragile, translucide presque. Ceux qui le voyaient à cette époque parlaient d'un homme qui brûlait de l'intérieur. Et puis, en 1997, quelque chose s'est cassé. Une femme nommée Céline Beaumont, une jeune mère de famille vivant dans le 13e, est venue à une des confessions publiques. Elle avait porté plainte contre un officier pour harcèlement sexuel et violence. L'affaire était en cours, mais on lui avait proposé de retirer sa plainte en échange d'argent. Elle refusait. Elle voulait que justice soit faite. Quelqu'un, on ne saura jamais qui, a transmis des informations sur Céline aux policiers incriminés. Une semaine avant son audience, elle a été kidnappée, pendant 12 heures, menacée, violée, laissée dans une ruelle du nord du 13e. Elle a survécu, mais elle a retiré sa plainte. Quand André a appris cela, quelque chose en lui s'est brisé, pas sa foi, pas son engagement, mais sa certitude, la certitude que documenter, que témoigner, que crier la vérité était suffisant. C'est à ce moment-là qu'André Moreau a reçu l'aide qu'il ne savait pas nécessaire, l'aide d'une jeune avocate nommée Valérie Dubois, qui s'était spécialisée dans les droits de l'homme. Valérie a pris le dossier de Céline et a contacté des organisations internationales. Elle a informé Amnesty International, Human Rights Watch, des instances internationales auxquelles les autorités françaises ne pouvaient pas ignorer. Le cas de Céline a atteint les Nations Unies. C'était un scandale diplomatique. Un mois plus tard, le Premier ministre de l'époque a ordonné une enquête fédérale sur les violences policières, et cette fois, ce n'était pas un geste symbolique, c'était une enquête réelle, avec des pouvoirs réels, avec la capacité à interroger les officiers supérieurs et à contraindre la production de documents. Valérie Dubois a représenté les victimes, elle a appelé André comme témoin clé, et André, épuisé mais déterminé, s'est présenté devant l'enquête fédérale. Il a apporté ses carnets, le livre des oubliés, le livre des temps, tous les documents qu'il avait recueillis pendant 5 ans. Il a témoigné pendant 3 jours, décrivant méthodiquement comment il avait documenté les abus, comment il avait alerté les autorités, comment il avait finalement accepté que l'action solo était insuffisante et que c'était la communauté, les institutions légales et la transparence publique qui pouvaient créer un vrai changement. L'enquête fédérale a conclu qu'il y avait eu des violations systématiques des droits humains au sein de la police parisienne, particulièrement au 13e arrondissement. Elle a recommandé des réformes, elle a recommandé des poursuites pénales, elle a recommandé une indemnisation pour les victimes. Entre 1998 et 2001, le cadre légal autour des droits des personnes interpellées a été progressivement réformé. Une nouvelle procédure d'enregistrement a été mise en place. Des caméras ont été installées dans les salles d'interrogatoire. Un ombudsman indépendant a été nommé pour superviser les plaintes. Ce ne sont pas des changements révolutionnaires, mais ce sont des changements. Eh bien, André Moreau a compris quelque chose d'encore plus fondamental. Le vrai pouvoir n'est jamais celui d'une seule personne. Le vrai pouvoir est dans la documentation collective, dans la mémoire partagée, dans le refus collectif de laisser l'oubli être la réponse finale. Si vous regardez cette histoire et qu'elle vous parle, si vous avez entendu l'écho de la vérité dans ces mots, je vous invite à vous inscrire à cette chaîne. Chaque semaine, nous partageons d'autres récits de ceux qui ont refusé de se taire, qui ont choisi la lumière plutôt que l'oubli. En 2002, André Moreau a quitté son poste de pasteur, non pas parce qu'il avait perdu sa foi,
mais parce qu'il sentait qu'il y avait d'autres formes d'apostolat qui l'attendaient, il a consacré les 10 années suivantes à former d'autres pasteurs, d'autres citoyens, d'autres militants à documenter et à défendre les droits humains. Son travail a influencé la création de plusieurs organisations de défense des droits en France. Son association Mémoire et Justice existe toujours. Elle a été rejointe par d'autres pasteurs, d'autres prêtres, des rabbins, des imams, et beaucoup d'autres citoyens ordinaires qui comprennent une chose simple, que la conscience publique est le dernier rempart contre l'injustice institutionnelle. En 2012, le gouvernement français a formellement reconnu les violations des droits humains commises au 13e arrondissement entre 1904. C'était une reconnaissance tardive, mais c'était une reconnaissance tardive, mais c'était une reconnaissance tardive. André Moreau a assisté à cette cérémonie. Il était vieux maintenant, ses mains tremblaient, mais il y avait une paix dans son regard que n'avait pas vue pendant 15 ans. Ce n'était pas la paix de la vengeance satisfaite, c'était la paix de quelqu'un qui sait qu'il a fait ce qu'il devait faire, même quand c'était difficile, même quand c'était presque impossible. Aujourd'hui, André Moreau a 87 ans, il vit toujours à Paris. Dans le quartier du 13e, il continue à passer ses jours à écouter les histoires, à documenter les injustices, à refuser que l'oubli soit la sentence. Son histoire n'est pas celle d'un justicier urbain qui frappe dans l'ombre, ce n'est pas celle d'un héros solitaire qui combat le système tout seul, c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui a compris qu'une voix seule est faible, mais une voix amplifiée par les institutions légales, par les médias, par la communauté, par la mémoire collective. C'est une force que rien ne peut arrêter. Il y a des gens qui changent le monde par la force, et puis il y a ceux qui le changent par la documentation, par la transparence, par le refus de laisser l'oubli gagner. André Moreau appartient à cette seconde catégorie, et son héritage, c'est que dans chaque église, dans chaque mosquée, dans chaque synagogue, dans chaque lieu public en France, il y a maintenant un espace pour la vérité, un espace où les victimes peuvent parler sans peur. Voilà la leçon d'André Moreau. Ce n'est pas celle de la vengeance, c'est celle de la persévérance morale, c'est celle du refus de se taire, c'est celle de la compréhension que la justice institutionnelle, bien que lente et imparfaite, est infiniment préférable à la violence. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a montré comment un seul homme peut être la goutte d'eau qui change le cours d'un fleuve, alors abonnez-vous à cette chaîne. Nous avons d'autres vérités à vous raconter, d'autres histoires de ceux qui ont choisi la lumière. La mémoire est notre résistance, le silence est notre défaite.